va se concentrer maintenant sur l'hydrogène et l'éolien offshore. Et donc, regarder tous les enjeux d'une synergie entre le déploiement quasi simultané, justement, de ces deux technologies. Donc, l'éolien en mer flottant, d'un côté, et puis la production d'hydrogène décarboné. Donc, je vais passer la parole à Florence, qui est donc la responsable de l'antenne Méditerranée de France Énergie Marine, et donc qui va conduire, Florence Lafont va donc conduire cet atelier. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc on va partir sur cette table ronde, comme l'a dit Yann Hervé, qui est sur l'hydrogène et l'éolien en mer, et on va se poser la question des synergies entre la production d'hydrogène décarboné et le développement des éoliennes en mer flottantes en Méditerranée. Donc on a le plaisir pour cette table ronde d'accueillir Christophe Brice, côté Subsea 7, Marie Robert, France Énergie Marine, Gilles Odon, RTE, et puis Michael Parra du Grand Port de Marseille. Donc on est ensemble à nouveau pour 1 heure et quart, avec d'abord des débats, des discussions, et puis une séance de questions-réponses dans un quart d'heure environ. Alors, pour commencer, je vais passer la parole à nos intervenants pour qu'ils se présentent un peu plus en détail, et puis leur structure, et puis pourquoi leur structure a un rôle vis-à-vis de l'éolien en mer et de l'hydrogène. Peut-être pour commencer, Marie. Bonjour à tous, merci d'être présents. Bonjour à tous. Merci d'être présent. Du coup, Marie Robert, je suis impliquée sur la thématique hydrogène depuis maintenant 1 an et demi chez France Énergie Marine. C'est une thématique qui a commencé en fin 2020, début 2021 chez France Énergie Marine pour accompagner la filière qui avait un intérêt autour des interactions possibles qu'il pouvait y avoir avec les EMR. Et du coup, on a monté un projet en 2021 qui a commencé en septembre 2021 et qui se poursuit aujourd'hui, dont l'objectif est de comparer des scénarios de déploiement d'une production d'hydrogène qui serait couplée à l'éolien offshore d'une façon directe ou indirecte, en étant en mer ou à terre. L'idée étant d'identifier en essayant de partir avec le moins d'a priori possible, d'identifier quelles sont les configurations favorables, quelles sont celles qu'on peut oublier, et sur les configurations favorables, de voir quels sont les enjeux qu'on souhaite traiter par la suite. Pour donner un aperçu un peu plus concret du coup des scénarios qu'on envisage, ils sont de 4 grands types, on va dire. Un avec de l'électrolyse en mer sur une sous-station ou possiblement sur une île. Un autre avec de l'électrolyse en mer qui est au pied de l'éolienne, qu'on qualifiera du coup de décentralisé, alors que le premier serait qualifié de centralisé. Et puis 2 autres où on a l'électrolyse à terre, ou bien sur le point d'atterrage du câble, ou bien directement chez le consommateur. Et après, dans ces 4 grands types de scénarios, on va pouvoir faire d'autres déclinaisons, suivant quels sont les moyens de rapatrier l'énergie, ou bien par câble, ou bien par pipe, ou bien par navire. J'en dis pas plus, on va rentrer un peu plus dans le détail plus tard, et je passe la parole peut-être aux interventions. Gilles, peut-être ? Oui, merci de nous donner la parole. Donc, RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. Alors pourquoi nous sommes ici? C'est parce que RTE, naturellement, pourrait être amené à récupérer l'électricité produite par les éoliennes en mer, et peut aussi être amené à alimenter en énergie électrique les électrolyseurs pour fabriquer de l'hydrogène. Au-delà de ça, de ce rôle très appliqué et très concret, on a aussi pour mission d'éclairer un petit peu le débat public. Et donc vous voyez derrière moi les scénarios de consommation qui sont envisagés. Quel que soit le scénario, si on veut se décarboner d'ici 2050, il va falloir réduire nos consommations. Et réduire nos consommations, ça veut dire aussi augmenter notre consommation d'électricité.
Alors, il y a deux vecteurs aujourd'hui qui permettent la décarbonation. D'une part, c'est l'électricité. Ça, on l'a bien vu, remplacer du CH4, du méthane ou d'autres gaz à effet de serre. Et puis, l'hydrogène. L'hydrogène, c'est aussi une possibilité de décarboner l'industrie. Il y a beaucoup de points communs. Ça se transporte, c'est d'énergie, c'est utile pour l'industrie. Il y a des synergies, c'est-à-dire qu'il faut de l'électricité pour produire de l'hydrogène, et avec de l'hydrogène, on peut produire de l'électricité. Il y a des grosses différences. L'hydrogène, on peut imaginer le stocker. L'électricité, pour l'instant, ça se stocke, mais dans des moyens relativement modestes. Ensuite, alors j'ai regardé quelques petits exemples, je me suis amusé. Les futurs énergétiques, c'est à peu près 900 pages, 900, presque 1000 pages. Le mot électrique apparaît 1700 fois, 1800 fois même, pratiquement. Alors le charbon, 140 fois. On sent que ce n'est pas vraiment une énergie d'avenir. Le nucléaire, à peu près 1400 fois. L'éolien, 1000 fois. Et l'hydrogène, qui est quelque chose qui est assez peu utilisé aujourd'hui, 1000 fois. Donc, à 1000 reprises, on a quand même qualifié, on a un chapitre complet sur l'hydrogène et sur ce que l'on peut faire avec ou pour, ou ce qu'on peut faire avec l'hydrogène. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, Michael. Bonjour à tous, donc, je suis Michael Parra, je suis en charge de la transition énergétique au port de Marseille. Alors on est là juste déjà pour rappeler que le port de Marseille, ça a toujours été un port d'énergie qui s'est construit autour du port de l'Aveyra, dont l'intention de la construction du port de l'Aveyra, c'était le début du XXe siècle. Donc pendant très longtemps, le port de Marseille, c'était le 3e port en hydrocarbures au monde, en termes de tonnage. Ça desservait le sud de l'Allemagne, ça dessert encore la Suisse, ça dessert Lyon, ça desservait Petit-Couronne à Nantes. Un des premiers parcs éoliens à terre, c'est le parc Mistral Énergie, il se trouve sur la ZIP de Fos aussi. Donc on a toujours été dans les énergies. Naturellement, on y est là. Alors on va discuter après de pourquoi le port est sur l'hydrogène, ce qu'il y fait de l'éolien. Mais avant ça, c'est l'intérêt et la meilleure des cartes, en fait, c'est celle-là, je trouve, parce qu'elle permet vraiment de montrer la spécificité de notre territoire. Pour tous ceux qui sont comme moi, qui sont nés ici, qui pendant longtemps n'ont pas forcément beaucoup voyagé, ont trouvé que leur quotidien c'était les Bouches-du-Rhône, pensaient que c'était naturel d'avoir autant d'industries, une densité de population aussi forte. On a la 2e ville de France, mais pas que. Les Bouches-du-Rhône, c'est très très dense, c'est une des plus fortes densités de population en France. On a la chance d'être sur le transit aussi Espagne-Italie pour les transports routiers. Et on a énormément d'industries. La ZIP de Fos a été la plus grosse ZIP zone industrielle en Europe jusqu'à la fin des années 90. Et finalement, cette carte qui, on voit d'un point de vue graphique, on a choisi des couleurs très gaies, de gris à noir pour montrer les gens qui ne savaient pas ce qui sortait des cheminées. Là, du coup, on pourrait se dire, c'est cracra quand même, on voit le plus gros cercle, il est chez nous, quoi. Mais c'est aussi vraiment la spécificité et c'est aussi la plus grosse opportunité. Ça montre aussi que dans le discours qu'on a où tout le monde dit c'est l'effort de tout le monde de lutter contre le réchauffement climatique, quand on regarde en France, c'est l'effort de tout le monde, mais il y a quand même des endroits où il y a plus de choses à faire que d'autres, quoi. Donc on voit, on a la partie en Normandie avec la partie autour du Havre qui est très dense, Dunkerque aussi, parce qu'ils ont aussi une usine Arcelor, la plus grosse de France, c'est à Dunkerque. La 2e usine d'Arcelor, la 2e plus grosse, c'est à Fos-sur-Mer. Donc on voit que c'est énormément d'émissions. Et dans notre sujet de décarbonation, peut-être que bientôt je serai en charge de la décarbonation et de la transition énergétique, on a aussi cette opportunité, puisque c'est beaucoup de CO2 qu'il faut aller chercher, qu'il faut transformer, réutiliser, peut-être enfouir, parce qu'on ne va pas arriver à tout réutiliser, en tout cas pour aujourd'hui. Et puis, Gilles le disait, il faut aussi des nouveaux usages, et donc transformer les sources d'énergie, aller en chercher des nouvelles. Et donc là, on va parler après d'hydrogène. Et donc, quels usages? Et là, ça c'est un extrait d'une étude qui a été faite en décembre 2021 par France Hydrogène, et qui montrait aussi quel type d'usage, les quantités. Alors là, pour le coup, c'était nos ambitions à nous, mais on voit que tous les usages sont possibles au port de Marseille, qu'ils soient en industrie ou qu'ils soient en différentes mobilités. Et c'est ça aussi qui donne l'opportunité et qui va aussi nous permettre demain de parler, on en parlait tout à l'heure, mais
C'est pour ça qu'on a autant de nouvelles industries, de nouvelles usines qui vont s'implanter chez nous d'ici 2030 en fait. Et ça, c'est pas juste une vision, hein, c'est du concret. Voilà. Merci beaucoup. Donc un beau programme de décarbonation. Et Christophe va nous introduire les technologies aussi qui vont pouvoir traiter ça. Merci. Alors bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parmi vous et merci à FEM de m'avoir invité. Moi, je m'appelle Christophe Briche, je suis responsable du programme de développement des technologies en lien avec la transition énergétique pour Subsea 7. Donc Subsea 7, c'est un des leaders mondiaux des projets et des services dans le domaine de l'énergie offshore. Donc ce domaine, vous voyez ici l'ensemble des activités que cela couvre. Donc on commence en bas à gauche avec les activités oil and gas, pétrolières et gazières. En particulier, ce qu'on regarde, c'est la décarbonation de ces activités, la réduction de l'empreinte carbone liée à la production de ce pétrole et de ce gaz. Aussi ce qu'on appelle le CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage, qui est aussi un grand sujet qui pourrait faire l'objet d'autres conférences. La production d'énergie renouvelable en mer, donc avec l'éolien fixe. La société Seaway 7 fait partie du groupe Subsea 7. C'est aussi un des leaders mondiaux dans le domaine de l'installation d'éoliennes fixes. Et puis demain, enfin dès aujourd'hui d'ailleurs, même l'éolien flottant avec Subsea 7, on a la même ambition pour l'éolien flottant que pour l'éolien fixe, donc être un des leaders mondiaux dans ce domaine aussi. Et enfin l'hydrogène, donc j'en parlais juste après un peu plus en détail. Pour l'ensemble de ces activités, on se place en fait sur l'ensemble des activités d'un projet, c'est-à-dire l'engineering, l'approvisionnement, le procurement, l'installation et la mise en service, le commissioning. Donc plus spécifiquement pour l'hydrogène, ce qu'on regarde, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle nous l'offshore hydrogen écosystème, donc l'écosystème hydrogène, ce qui inclut d'abord la production d'énergie renouvelable, comme j'en parlais déjà, à partir d'éoliens fixes ou flottants. On a plus de 100 concepts différents de flotteurs actuellement qui existent. Donc, c'est différentes solutions possibles pour cette production d'hydrogène à partir d'éoliens flottants. Donc, je disais la production d'énergie renouvelable, la production d'hydrogène à partir de cette énergie renouvelable. Je montrerai après, un peu plus tard, des différents types de production que Marie a déjà évoqués. Le transport, donc la collecte d'abord de l'hydrogène au niveau du champ, puis le transport de cet hydrogène jusqu'à terre, et puis des solutions aussi de stockage d'hydrogène sur lesquelles on reviendra. Donc à chaque fois, pour chacune de ces éléments, il y a un certain nombre de challenges technologiques à surmonter, de façon à pouvoir offrir à nos clients en fait l'ensemble des solutions que justement Marie a présentées tout à l'heure. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces introductions. Alors si on se focalise maintenant sur les projets et un panorama un peu des projets, que ce soit côté hydrogène ou éolien en mer dans la région, en fait en Sud-PACA, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les éléments de visibilité sur ce qui se dessine, et d'abord peut-être justement au niveau du port, puisque c'est une zone très importante comme on l'a vu tout à l'heure. Alors on l'abordait tout à l'heure sur le potentiel très large. Là vous avez donc toujours une extraction de l'étude de France Hydrogène de 2021, et puis sur la droite, ce schéma qui est issu des travaux par le comité de bassin hydrogène du territoire. Alors le territoire, c'est la ZIP de Fos, c'est un écosystème naturel qu'on a depuis 2 générations. Ça fait 60 ans que c'est vraiment la bonne taille industrielle et économique. Donc c'est le pourtour de l'étang de Berre, c'est la ZIP de Fos. Sur la ZIP de Fos, on a de la sidérurgie, on a de la chimie à la Vera, on a de la chimie, de la parachimie, on a des raffineries, on peut aller jusqu'à la Med, et c'est un écosystème qui peut aujourd'hui aller jusqu'à Manosque. Alors pourquoi aujourd'hui on parle d'aller jusqu'à Manosque? Parce que dans les usages d'hydrogène, il y a des projets de production d'hydrogène. On va pouvoir citer le projet H2V Fos qui va atterrir chez nous, qui est déjà un client, qui est en phase d'études réglementaires pour obtenir donc les autorisations réglementaires, le permitting, puisqu'il faut dire tous les mots en anglais maintenant, sinon les gens ne comprennent plus. C'est sur 40 hectares, 600 mégawatts d'électrolyseurs, à peu près l'équivalent de ce que pourrait consommer ArcelorMittal s'il passait à l'hydrogène par exemple,
pour faire réagir le fer à la place du charbon, ce qui n'est pas aujourd'hui le choix d'Arcelor, hein. Mais en termes de taille, c'est à peu près ça. On a aussi, dans le tuyau, on discute avec énormément de prospects, parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on n'a pas assez de foncier pour absorber toutes les demandes, alors que pendant très longtemps, on avait plein de fonciers qui étaient libres, et donc des entreprises qui veulent venir faire soit encore de l'hydrogène, sauf que l'hydrogène, on se rend compte depuis, comme l'usage est nouveau, donc les choses évoluent beaucoup. Les gens se rendent compte que l'hydrogène, pour l'hydrogène, on ne va pas forcément avoir toujours l'usage. On va en avoir un usage dans les raffineries pour désoufrer, dans les aciéries donc pour faire réagir les minerais de fer. Et puis sinon, il faut la transformer. Dans votre voiture, vous n'utilisez pas l'hydrogène en fait, vous la transformez en électricité. Votre voiture en fait fonctionne à l'électricité. Pour la mobilité, qu'elle soit maritime ou aérienne, de la même façon, il faut fabriquer des e-fuels. C'est ce dont aussi parlait Gilles, hein, tous ces e-fuels, que ce soit du méthanol de synthèse, du méthane de synthèse, du kérosène de synthèse ou de l'ammoniac, avec des usages plus industriels, voire agricoles, c'est de l'hydrogène vert. Donc l'hydrogène vert, c'est l'électrolyseur avec de l'électricité, et puis c'est du CO2, et on mélange les deux. Donc on a des projets comme ça qui vont atterrir pour pouvoir fournir, dans un premier temps, sur ce territoire-là, et puis demain sur Inondé, puisqu'on est un port... nous, on fait de l'import-export, hein. C'est pas un gros mot pour nous, et demain pouvoir soit alimenter d'autres stations en Méditerranée, soit à l'intérieur de la France, notamment au démarrage de la vallée du Rhône, mais aussi rayonner à l'intérieur pour tous ces usages. Ce qu'on appelle sea-fuel, c'est un peu faire un petit raccourci, parce que finalement le méthanol, on le trouve aussi beaucoup dans l'industrie. C'est juste que dans cette mobilité-là, il va y avoir des engagements, et notamment des obligations réglementaires à 2030 pour commencer à les insérer. Donc ça crée le marché. C'est pour ça que du coup, on va avoir des premières usines qui vont venir et qui vont pouvoir vraiment avoir un débouché. Parce que c'est pas tout d'avoir des financements publics et des investisseurs qui veulent fabriquer, c'est pas le tout d'identifier la consommation. Encore faut-il pouvoir faire le raccord entre les deux et avoir le marché et l'obligation du coup de changer. Donc on a ces potentiels-là de modifier. Alors ça va se retrouver beaucoup sur la ZIP de Fos. Moi je parle beaucoup de ce que je connais et forcément de là où je travaille. Et c'est vraiment une grosse unité. Cette force de l'équipe qu'il y a là, c'est qu'on a réussi quand même à mettre autour de la table des concurrents, hein, que ce soit H2V, que ce soit Engie, que ce soit Air Liquide, donc des gens qui à la base sont concurrents sur les marchés et qui pour la mutation industrielle et pour la décarbonation arrivent quand même à travailler ensemble pour arriver à montrer, à savoir comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce qu'on peut demain faire des nouveaux réseaux pour développer. Et le port évolue aussi beaucoup, on l'a vu tout à l'heure, pour s'adapter aux besoins des éoliennes en mer et de leur raccordement. Il y a aussi des sujets d'infrastructures portuaires qui sont très forts pour préparer les prochains projets. Oui, alors du coup j'ai repris cette carte-là, mais en fait elle est un peu... En fait, j'ai fait un peu une erreur parce que c'est trop petit. Alors, on voit deux choses. On voit, alors d'abord, l'éolien en mer pour le port de Marseille, c'est quoi, hein? C'est de sortir une infrastructure pour qu'on puisse construire les éoliennes dans notre port et pas dans les autres ports, puisque la particularité des éoliennes flottantes, c'est qu'on ne les construit pas en mer, à la différence des éoliennes posées. Il faut un quai, il faut un terminal, il faut des installations spécifiques pour être performant. Aujourd'hui, on avait Philippe Veillant qui racontait, pour faire le projet de PGL, on s'est adapté, mais on n'était pas dans un process industriel, on a adapté un quai, on l'a renforcé, mais on n'est pas encore performant. C'était seulement un démonstrateur pour 3 éoliennes. Demain, des fermes commerciales, on parle en centaines de mégawatts, mais très vite, hein, à partir de 2035, en Méditerranée, on va commencer à parler en gigas et en dizaines de gigawatts. C'est le futur marché, c'est demain. Et c'est pour ça que je vous dis que cette image, elle est un peu trop étroite, parce que elle ne montre qu'un bout du marché. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup en France, et notamment en Méditerranée, du prochain appel d'offres, parce que ça a rendu concret pour nous ce que ça allait être l'éolien en mer. Au port de Marseille, c'est un sujet depuis 2012. Hein, depuis 2012, j'ai participé à un premier groupe de travail pour le développement de cette filière. Et donc, on parle beaucoup de notre propre marché, mais en même temps, on ne va pas faire une installation pour répondre à une compagnie, à un opérateur qui va gagner un premier projet de 250 MW. Ça va correspondre à faire 15 bécanes, à fabriquer 15 bécanes. Donc on ne fait pas un investissement qui va se monter en plusieurs centaines de millions d'euros pour sortir 15 machines. De la même façon que individuellement, si Gilles il veut une voiture, je ne vais pas fabriquer une usine pour faire sa voiture. Je vais fabriquer une usine pour l'ensemble du marché. Et c'est le travail qu'on mène actuellement d'études. Alors,
c'est compliqué aussi, puisqu'on est sur un marché en devenir qui se développe, on a des projections, de savoir quelle est la meilleure stratégie, les meilleures infrastructures à pouvoir sortir pour répondre à l'ensemble de ce marché. Alors avec le premier starter, qui sont donc ce qu'on appelle la O6, donc les deux premiers parcs qui vont sortir de 2 fois 250 MW, puis les 2 parcs de 500 MW quand ils seront validés, et puis on parle du marché français à annoncer qui sera de 4 à 5 GW. Mais il y a aussi un marché en Espagne, il y a aussi un marché en Italie, et puis grosso modo ce marché méditerranéen qui sera en dizaines de gigawatts, mais aussi avec de la concurrence, hein, parce qu'il n'y a pas que la France qui veut aussi construire ses éoliennes, nos amis espagnols, italiens, que ce soit au Maroc ou en Turquie, il y a de la concurrence aussi. Et donc, dans tous les ports, aujourd'hui, il y a ces analyses-là de savoir est-ce que j'ai la configuration pour pouvoir monter ces infrastructures qui demandent de résister à des charges très très lourdes, qui demandent beaucoup de tirants d'eau et qui demandent beaucoup d'espace qu'il n'y a pas dans tous les ports. Mais nous, on a un joli terrain de jeu, hein, ce trapèze rouge, il fait 80 hectares et aujourd'hui on cible d'en dédier au moins 50 hectares pour faire ce futur terminal éolien. Voilà. Alors est-ce que côté RTE, vous pouvez nous redonner un peu les principes sur les raccordements, que ce soit ces raccordements de parcs éoliens en mer et raccordements d'activités électro-intensives aujourd'hui et puis éventuellement demain si vous allez dans des perspectives d'évolution. Le principe de raccordement, alors là est détaillé le principe de raccordement des éoliens en mer et plus particulièrement des éoliennes flottantes. Tout d'abord, il faut collecter l'énergie produite, l'électricité produite par les éoliens en mer. Généralement, ils sortent à une tension d'une trentaine de kilovolts. Il faut un poste en mer pour collecter et transformer cette puissance, le voltage en à minima, on va dire 225 000 volts, puisqu'il faut le transporter sur des longues distances. Les éoliennes étant assez grandes, elles doivent être éloignées des côtes, et au plus elles sont éloignées des côtes, au plus c'est compliqué de transporter l'électricité. Donc la première chose, c'est qu'on va élever le niveau de tension pour pouvoir la transporter sur de longues distances. Ce sont des câbles importants, donc là, dans cette solution-là, on envisage deux câbles à 225 000 volts, avec donc sur un poste qui lui serait pas flottant mais posé, donc plus près des côtes, et une jonction. Alors vous voyez une jonction d'atterrage, c'est là où on va faire le lien entre le câble sous-marin et le câble souterrain. Dans certains cas, alors là c'est pas encore complètement défini, dans certains cas il va falloir mettre des stations pour conserver le niveau de tension, puisque en souterrain on ne sait pas non plus transporter le courant sur des distances trop importantes. On le sait le faire en aérien, on ne sait pas forcément le faire en souterrain, donc il faut des appareillages un petit peu compliqués. Et puis il faut arriver enfin, ce que vous voyez à droite, au poste RTE, à un poste électrique qui va collecter et remettre à la disposition du plus grand nombre l'électricité. Donc on arrive ce qu'on appelle au réseau général et on va refaire bénéficier l'ensemble de la collectivité de l'électricité qui a été amenée. Si on part dans l'autre sens, donc c'est mis à la disposition de la collectivité, mais ça veut dire aussi mis à disposition des électro-intensifs qui, eux, vont pouvoir se raccorder, alors à proximité du poste, s'ils sont à proximité, parce que là, dans le cas de fosse, ils ne seront pas forcément très loin, mais il faut les alimenter. Ce qui est surtout important, c'est on fait trop souvent, beaucoup font trop souvent le lien, 250 MW d'éolien, je peux consommer 250 MW et faire de l'hydrogène. Là, oui, quand les éoliennes tournent, bien sûr. Là, oui, si personne d'autre utilise le courant, puisqu'il faudra quand même allumer ces lumières. Et donc, si on a ce raisonnement-là, qui n'est pas complètement faux, mais qui n'est quand même pas juste, ça veut dire que l'éolien ne va alimenter que l'électro-intensif qui en a besoin. Et aujourd'hui, l'intérêt de l'électricité, c'est de le remettre à la disposition de tout le monde pour que tout le monde puisse consommer. Ensuite, on parle d'hydrogène. Et là, c'est très important. On débute à peine dans le niveau d'hydrogène. Et c'est important d'avoir une planification. C'est-à-dire qu'une partie de l'électricité, on peut très bien dire, ce n'est pas nous qui le dirons RTE, mais l'État peut avoir à le dire, cette partie électrique-là, je souhaite la dédier à la fabrication de l'hydrogène. Pourquoi pas ? Il y a des producteurs d'hydrogène qui envisagent de mettre des panneaux photovoltaïques et de produire de l'hydrogène à partir de leurs propres panneaux photovoltaïques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont produire de l'hydrogène entre 9h et 16h. Pas plus.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils surdimensionnent leur électrolyseur pour pouvoir en produire suffisamment, le stocker et l'amener au point de consommation. Tout ça, c'est de la planification. Je pense qu'aujourd'hui, on a un modèle à construire et c'est important de bien réfléchir de la manière dont on va le construire parce que tout est envisageable, il n'y a rien d'interdit à condition de bien le prévoir à l'avance. Alors ça, c'est un point important. On sent bien que bon, il y a déjà un enjeu fort de décarbonation au niveau de la zone portuaire. On voit qu'il y a des activités électro-intensives fortes. On voit aussi qu'il y a des perspectives de développement fortes d'éolien en mer. Si on essaye de zoomer un peu sur cette question de l'intérêt de colocaliser ces activités électro-intensives et à proximité, disons, soit au droit, disons, des zones d'implantation des éoliennes en mer ou à proximité des points de livraison. Est-ce qu'on peut aller un peu dans le fond de cette analyse de quel est l'intérêt et quels sont les avantages de cette colocalisation? Alors, il y a un intérêt. Un vrai, c'est les pertes sur le réseau électrique. Au plus on va rapprocher les points de consommation des points de production, au moins il y aura de pertes sur le réseau électrique. Ça, c'est pas moi, c'est les lois électriques, c'est pas moi qui les ai inventées. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, la production d'hydrogène, pour remplacer l'hydrogène qui est fait actuellement à partir du méthane principalement, c'est environ 50 TWh. Donc il faudrait, si on ne veut plus produire d'hydrogène à partir de sources carbonées, utiliser à peu près 50 TWh. Mais on a une vision hydrogène plus qui consommerait beaucoup plus d'hydrogène, qui pourrait être multiplié par 4 le volume d'hydrogène produit, parce que plus utilisé, beaucoup plus d'usage, beaucoup plus de I, etc. Et donc c'est multiplié par 4. Mais qu'est-ce que ça veut dire multiplié par 4? Ça veut dire que ce n'est pas 50 TWh. Ça veut dire qu'on va arriver, ça veut dire qu'on va arriver à 200 TWh. Ça veut dire qu'on va ajouter 150 TWh qu'il va falloir produire en électricité. Alors, 150 TWh, c'est un chiffre. Quand, alors je prie les personnes d'EDF de m'excuser dans la salle, mais c'est plus de la moitié de l'électricité nucléaire produite toute cette année en France. J'ai juste. Parce qu'on a dû produire 270-280 TWh cette année. Alors, ce n'est pas la plus grande année, c'est vrai, mais c'est plus de la moitié de ce qui a été produit. Donc, il va falloir les faire, ces mégawatts. Et on dépasse la notion de localité et de proximité. Oui, c'est important, puisqu'on va gagner sur les pertes et on va transporter sur de moins longues distances. Après, ce qui est surtout important, c'est d'introduire de la flexibilité. C'est-à-dire, si on veut bénéficier d'une proximité entre la production et la consommation, c'est être flexible, c'est-à-dire accepter que le jour où il n'y a pas de vent, eh bien, il n'y ait pas de production. Si on n'accepte pas ça, ça voudra dire que les réseaux devront être conçus au maximum pour pouvoir alimenter l'électrolyseur, même lorsqu'il n'y a pas de vent. Donc à ce moment-là, si l'électrolyseur dit, et pour des raisons économiques, je le comprends tout à fait, et il doit tourner peut-être 16 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que des telles installations gagnent de l'argent les derniers jours du mois, les dernières heures de la journée. Donc s'ils veulent vraiment tourner tout le temps pour rentabiliser leurs installations et pas être obligés de les surdimensionner, on va perdre un peu de l'intérêt de les mettre à côté. Et ce qui est important si on les met à côté, c'est qu'il y ait de la flexibilité, donc du transport d'hydrogène, du stockage d'hydrogène, et je suis désolé, mais je me répète, ça se tient à la planification que l'on va vouloir faire dans le système énergétique français. Ok, donc ça s'adresse à un bon panorama de ce qui se passe à terre. Et côté Subsea 7, vous réfléchissez aussi à des infrastructures de production en mer. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les solutions possibles? Déjà, je vais rebondir sur ce que tu disais, Gilles. En fait, pourquoi on produirait l'hydrogène en mer plutôt qu'à terre? En fait, c'est toujours la question, pourquoi l'hydrogène en mer? Parce qu'il faut savoir que quand on fait des activités en mer, ça coûte plus cher que les faire à terre. La maintenance coûte plus cher, l'installation coûte plus cher, il y a tout un tas de problèmes tels que la marinisation, c'est-à-dire les contraintes dues à l'environnement marin et tout ça. Donc pourquoi faire ça en mer, tout simplement? Eh bien, c'est parce qu'à un certain niveau de production, quand on arrive à une certaine échelle, je ne parle pas de 10, 20 mégawatts, mais plutôt de l'ordre du gigawatt, voire plusieurs gigawatts, et à une certaine distance des côtes, cela revient moins cher de ramener l'énergie
de la mer, du lieu de production jusqu'à la Terre, que de la ramener sous forme d'hydrogène que sous forme d'électricité. Alors, après ça, on se dit, mais oui, si je reconvertis l'hydrogène en électricité, je vais de nouveau reperdre une partie de mon énergie. Bien sûr, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, comme disait Gilles, c'est qu'il va y avoir une demande de production d'hydrogène dans le futur, qui est déjà identifiée d'ici 2030, c'est 6,5 gigawatts. Après ça, il y a certains nombres qui nous ont été donnés. Donc à partir du moment où on veut produire de l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable, ce ne sera pas que l'énergie renouvelable, il y aura peut-être à partir du nucléaire et tout ça, très bien, mais à partir du moment où on veut produire à partir d'énergie renouvelable, et en particulier d'éolien offshore, et qu'on veut faire ça dans des quantités considérables, est-ce qu'il vaut mieux le faire à terre, sachant qu'il faudra faire un raccordement avec des câbles, avec toute la partie électrique que tu as montré, ou est-ce qu'il vaut mieux le faire en mer? Et ce qu'on montre, c'est qu'il y a un certain nombre d'études qui ont déjà montré ça, c'est que quand on atteint une certaine échelle, dans un futur plus ou moins long terme, et ça, il y a des grandes questions sur quand est-ce que, de quoi on parle. Est-ce que c'est en 2030, 2035, 2040? Certains disent peut-être jamais, d'autres disent dès 2030. Mais dans un futur plus ou moins long terme, en fait, ça va coûter moins cher de le produire en mer et de le ramener à terre. Alors, cette production en mer, elle peut prendre différentes formes, comme voilà les différentes architectures possibles. Qu'est-ce qu'on peut considérer? Donc, vous avez les deux cas que vous voyez en haut, ça s'appelle les productions décentralisées, c'est-à-dire qu'on met les électrolyseurs directement au pied de la turbine. On considère déjà les turbines, pas les turbines actuelles, mais plutôt les turbines du futur, ça va arriver dans pas très longtemps, des turbines qui vont faire potentiellement 15 MW, voire 20 MW. Dans le cas de figure, nous, souvent on considère les turbines de 15 MW. Donc après ça, on va mettre un certain nombre d'électrolyseurs, donc on parle là d'une puissance qui peut être justement proche des 15 MW. Pas forcément exactement la puissance de la turbine, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on réduit l'efficacité des électrolyseurs, mais qui va s'en approcher. Ça peut être du fixe ou ça peut être du flottant. Ensuite, les deux configurations que vous voyez en bas, c'est des configurations centralisées où là on va produire beaucoup plus que dans le cas en haut. On va produire potentiellement plusieurs centaines de mégawatts d'hydrogène. Enfin, la capacité d'électrolyse sera plusieurs centaines de mégawatts. Donc, soit encore une fois une configuration de fixe centralisée, soit en flottant. Ce que vous voyez ici à droite, c'est ce qu'on appelle un Floating of Hydrogen Production Unit, c'est-à-dire sur la base des FPSO qu'on retrouve dans l'industrie pétrolière et gazière. Là, on a une unité flottante de production d'hydrogène. Je vais juste montrer, ça, si on peut passer à la vidéo, qu'est-ce que ça représente en fait en termes d'architecture. Alors c'est une petite vidéo, alors je peux couper le son peut-être. Donc voilà, là on commence par un champ éolien fixe, classique, tel que vous le connaissez, avec, vous voyez, une structure ici centrale qui pourrait correspondre en fait à une sous-station, tel qu'on le verrait classiquement. Donc on a ici rien de particulier, je dirais, par rapport à l'aspect hydrogène, hein, des éoliennes fixes, des câbles, les inner array cables, qui rejoignent un point central. Mais ce point central, au lieu d'avoir une sous-station, on a ici une plateforme de production d'hydrogène. Encore une fois, ça peut être plusieurs centaines de mégawatts de production d'hydrogène. Et cette fois-ci, ce qu'on exporte, ce n'est pas d'électricité avec des câbles d'export, mais l'hydrogène qui est ramené à terre dans ce que vous voyez là, le pipeline indiqué en vert ici. Ça, c'est la première possibilité. Donc de centraliser en fixe. Maintenant, on va ici les deux configurations décentralisées. Donc vous retrouvez les éoliennes fixes, mais avec les électrolyseurs qui sont directement au pied de la turbine. Donc dans un cas ici fixe. Et le deuxième champ, après ça un petit peu plus loin, puisque pour l'éolien offshore, pour le flottant, comme vous le savez, on est peut-être plus loin des côtes, certainement en plus grande profondeur, hein, à partir de 50 mètres de profondeur souvent, ce qui est considéré la limite entre le fixe et le flottant. Donc là, on va retrouver aussi des électrolyseurs qui vont être en pied de turbine. Ils peuvent être, je dirais, sur le flotteur, ça dépend du type de flotteur. Et cette fois-ci, l'infrastructure sous-marine, c'est non plus des câbles, c'est des lignes de transport d'hydrogène. Donc avec un certain nombre de lignes qui sont de petit diamètre à l'intérieur du champ, puis après ça, une ligne de plus grand diamètre pour exporter jusqu'à terre. Enfin, la dernière configuration possible que vous voyez ici,
on retrouve notre champ avec des éoliennes flottantes. Cette fois-ci, ce sont des éoliennes flottantes de nouveau classiques qui produisent l'électricité. On a les câbles dynamiques qui vont après ça acheminer cette électricité, les inner array cables qui vont acheminer l'électricité jusqu'à un point central. Et cette électricité qui va être acheminée jusqu'à l'usine de production flottante d'hydrogène qui peut après ça éventuellement stocker, alors pas forcément sous forme gazeuse ou liquide, mais plutôt sous forme de LOHC, les liquid hydrogen offshore carrier, dont on pourra reparler. Il peut y avoir un stockage d'hydrogène sous-marin, mais je reviendrai sur cette question. Mais là, vous voyez des modules de stockage qui permettent de le stocker. Et après ça, cet hydrogène peut être soit exporté à terre par pipeline, soit être acheminé via une bouée de rechargement vers des tankers qui vont transporter l'hydrogène vers différents lieux. Donc voilà les différentes configurations possibles. Merci. Merci beaucoup. Alors si on parle un peu d'ordre de grandeur de chiffres, entre production électrique et production d'hydrogène, vous pouvez nous donner un peu les équivalences? Oui, tout à fait. Alors là, donc je parlais tout à l'heure d'une éolienne de 15 MW. Donc si on considère une capacité d'électrolyse qui est légèrement inférieure, encore une fois, il va falloir faire des modèles pour tester quelle va être la capacité, je dirais, la plus optimum. Mais ici, si on part sur une capacité à peu près de 80% de la puissance de l'éolienne, donc de 12,5 MW d'électrolyseur, il faut considérer le load factor de la turbine, bien sûr, qu'on considère environ à 50%. Ça va évidemment dépendre des cas. C'est peut-être un petit peu moins en Méditerranée, peut-être plus en mer du Nord. Ça va dépendre de l'endroit. Il y a aussi le load factor de l'électrolyseur, mais on se retrouve avec des valeurs moyennes. Alors, c'est un ordre de grandeur, encore une fois, ça va dépendre évidemment de la région et d'un certain nombre de facteurs. On parle de quelques tonnes de production d'hydrogène par jour par turbine. Et donc, un peu plus de 1000 tonnes de production d'hydrogène par an et par turbine. À l'échelle d'un champ de 1 gigawatt, donc ce qui représente à peu près 67 turbines, si on est sur des turbines de 15 MW, cette fois-ci on a donc au niveau annuel, on est aux alentours de 80 000 tonnes d'hydrogène par an, ça va être peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, et aux alentours de 2,6 TWh d'hydrogène par an. Donc pour mettre en relation avec ce que disait Gilles sur la demande en hydrogène futur, qui peut être potentiellement de plusieurs centaines, enfin de plus de 100 TWh. Donc vous voyez, ça vous donne un petit peu l'idée, enfin l'ordre de grandeur de ce dont on parle. Juste une chose aussi pour dire, là ça suppose que l'ensemble de l'électricité est converti et est utilisé pour produire de l'hydrogène, ce qui ne sera pas forcément le cas. On peut considérer seulement une partie d'électricité va produire de l'hydrogène, par exemple pour éviter le curtailment, dont je ne vais pas parler parce que c'est un autre sujet, ou alors qu'on va donner la priorité à l'hydrogène et qu'en fait pour maximiser l'utilisation de l'électrolyseur, on va dimensionner les électrolyseurs par exemple qu'à 50%, voire à 30%, pourquoi pas, de la puissance de la turbine, et qu'après ça on va acheminer l'hydrogène et l'électricité. Ce cas de figure, ça va dépendre d'où on se trouve, ça va dépendre des besoins régionaux. Voilà. Mais c'est des cas de figure qui peuvent exister. Bien sûr, si on achemine l'électricité et l'hydrogène, on perd un des bénéfices que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est moins cher de ramener l'hydrogène plutôt que l'électricité. Si on ramène les deux, forcément, on n'a plus dans ce cas de figure. Mais ça peut être aussi intéressant dans certains cas, et en mer du Nord, c'est ce qui est considéré dans certains cas, de produire les deux en parallèle. Merci. Donc on voit qu'il y a différentes configurations de production, des architectures à terre, des architectures avec production en mer. Quel modèle ou quelle méthode on peut se donner pour essayer d'intercomparer ces différents scénarios et sur quels critères? Est-ce que Marie, tu peux nous commenter un peu ce qui est fait au Farm là-dessus? Dans la suite du premier schéma que je commentais en ouverture, et puis aussi dans la suite de ce qu'ont présenté les autres intervenants, on a mis en place donc un cas pratique, on va dire, par façade maritime, avec l'idée que les résultats, on se dotait d'une méthode, on pourrait avoir envie d'avoir des réponses un peu simples, de se dire à partir de tant de kilomètres des côtes partout, c'est plus rentable de faire telle ou telle façon, ou à partir de telle profondeur, ou à partir de telle puissance cible. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, parce que chaque territoire a ses spécificités, d'où l'idée de traiter au moins un cas par façade. Et donc celui qui est présenté là, c'est le cas Sud-PACA. Et donc
un peu l'historique de construction du cas, c'est qu'on avait les questions qu'on avait identifiées sur quelles sont les configurations qu'on veut comparer, et ça c'est les configurations que Christophe vient de décrire. Et puis ensuite on avait un contexte local qu'on voulait décrire, donc via des ateliers qui mêlaient à la fois les partenaires du projet et des personnes qui avaient des informations sur le contexte local, dont Michael Parra. On a pu décrire du coup quel pourrait être le profil de consommation sur ce territoire, en considérant aussi que les spécificités du réseau, à savoir quel est actuellement le réseau, qui est là représenté de façon simplifiée en rouge sur le réseau électrique, simplifié en rouge, et le réseau gaz, méthane, donc en vert sur la carte. On a pu dessiner des scénarios qui n'ont pas vocation à reproduire ce qui va se passer dans les futurs appels d'offres, mais plutôt à être des cas pratiques, réalistes, par rapport à un contexte local connu. Et donc du coup, ces scénarios, ils sont au nombre de 3 pour la région Sud-PACA pour l'instant. Un scénario 1 qui s'appuie sur un parc de 750 MW dans le prolongement de Provence Grand Large et de l'appel d'offres actuel. Un scénario 2 sur un horizon un peu plus lointain où on aurait 2 gigawatts en extension de cette zone. Et puis un scénario 3 qui pour le coup est très prospectif, qui serait avec 2 gigawatts plus loin dans des très grandes profondeurs. Et donc là on voit qu'on joue sur la puissance du parc, comme on joue sur la distance à la côte, et pour chacun de ces scénarios on va pouvoir faire varier les configurations à l'intérieur. Donc pour donner des ordres de grandeur qui vont rejoindre ceux que Christophe a présentés, là ce qu'on trouve, c'est que dans cette zone on a un facteur de charge pour des éoliennes de 15 MW placées dans ces zones. On a un facteur de charge de l'ordre de 45%. Et donc le parc de 750 MW du scénario 1, il va permettre de générer environ 3 TWh sur un an. Et soit, si on décide de convertir tout ça en hydrogène avec un rendement de l'ordre de 65%, pour l'électrolyseur, ça va nous donner 60 kilotonnes. Donc le 3 TWh, je pense qu'il est à mettre en regard du besoin que vous avez, du besoin de 150 TWh pour si on veut convertir l'hydrogène, on veut produire l'hydrogène gris qu'on a actuellement en renouvelable. 50, pardon. Okay. Mais donc 3 versus 50. Et puis à côté de ça, les productions, le 60 kilotonnes, il peut être comparé aux besoins qui sont identifiés sur la zone de Fos-Marseille. C'est pour donner un peu un ordre de grandeur à quoi pourraient répondre des parcs s'ils étaient intégralement mobilisés pour ça. Sachant que ce n'est pas forcément le but, parce que c'est pas forcément le but de le mobiliser à 100% pour de la production d'hydrogène. Des scénarios mixtes peuvent présenter des avantages et des inconvénients aussi, comme disait Christophe. Un autre aspect important qui est sur cette façade, c'est l'eau. Et du coup, pour faire donc 1 kg d'hydrogène, il faut 9-10 kg d'eau, disons 10 kg pour 10 kg d'eau douce, enfin, ou dessalée. Disons donc 10 kg. Donc si on réfléchit toujours sur le 750 MW, on a parlé de 60 kilotonnes par an. Du coup, ça nous amène à 600 000 m3 d'eau, qui peut être ou bien dessalée par une unité de dessalement qui va être couplée à la production d'hydrogène. Et là, qu'on soit à terre ou en mer, cette possibilité, elle existe. Ou bien qui peut être prélevée sur le réseau d'eau douce à terre, quoi. Donc voilà un peu pour illustrer les ordres de grandeur. Sur le 2 gigawatts, en gros, on fait un facteur quasi x3 sur la production d'électricité ou la production d'hydrogène et sur la consommation d'eau. Un dernier point important, peut-être qu'on a déjà mentionné, mais quand on produit que de l'électricité, on génère 3 TWh avec le parc de 750 MW par an. Mais du coup, l'équivalent des 60 kilotonnes, c'est une énergie potentielle de l'ordre de quasi 2 gigas. Donc
un des premiers résultats qui saute aux yeux quand on regarde ce qui sort du modèle O-Farm, c'est que du coup, quand on fait de l'hydrogène, il y a une part de l'énergie qui est perdue dès le moment où on fait de l'hydrogène. Donc du coup, ça implique d'être sûr de vouloir d'utiliser ce vecteur énergétique derrière, quoi. Merci beaucoup pour ces ordres de grandeur. Alors, l'hydrogène est associé à très nombreux même enjeux d'innovation technologique et de développement. Si on se focalise un tout petit peu sur la question du stockage, est-ce que vous pouvez commenter, alors peut-être d'abord les différents types de stockage, Marie, dans la lignée de ce que tu disais, à quoi ça sert de stocker l'hydrogène, et puis après on verra les aspects un petit peu plus technologiques sur les questions que pose le stockage. Ouais, du coup sur le stockage, il peut avoir, ça a déjà été un peu évoqué, il peut avoir plusieurs vocations. Il y a une première vocation qui est de stocker de l'hydrogène pour le réutiliser en tant que produit, ou de stocker de l'hydrogène pour ensuite en faire une conversion vers de l'électricité. Et donc, on a déjà évoqué que quand on passe de l'électricité à l'hydrogène, il y a un rendement de 65%. Quand on passe de l'hydrogène à l'électricité via une pile à combustible, on a des rendements qui sont entre 30 et 70%, on va dire. Ce qui nous amène au final à un rendement, si on fait la double chaîne, à un rendement qui est entre 20 et 45%. Donc ce qu'on voit, c'est que si on veut faire cette double bascule, il faut être sûr qu'on a une très bonne raison de le faire. Si ça apporte de la flexibilité à l'échelle nationale, si ça permet de pallier à des manques, ça peut être intéressant, mais la vocation quand même le plus efficace, c'est quand même d'utiliser, une fois qu'on a de l'hydrogène, c'est de l'utiliser en tant que tel, quoi. Alors, si on parle du stockage du point de vue technologique, qu'est-ce que ça pose ou quels sont les grands sujets techniques qui se posent en termes de stockage? Peut-être Subsea7, vous pouvez éclairer. Oui, alors peut-être d'abord pour dire un petit peu de qu'est-ce qui peut être considéré pour le stockage de l'hydrogène. Alors voilà, le premier point, ce serait le stockage massif dans les cavités salines. En fait, c'est quelque chose qui est regardé. Je crois qu'il y a un projet, c'est le projet Hipster, c'est dans la région. Oui, Mickaël peut-être pourra dire un mot de ces spécificités. Après ça, on peut stocker l'hydrogène sous forme liquéfiée et puis stocker l'hydrogène sous forme gazeuse comprimée. Alors les challenges auxquels on peut faire face, bon, d'abord c'est la compression qui va être nécessaire pour l'hydrogène. Hein. Comme vous le savez, l'hydrogène, ça a une densité énergétique qui est très élevée, mais une densité d'énergie volumique qui est très faible, qui est 4 fois plus faible, je crois, que le gaz naturel. Donc, pour le stocker de façon efficace, il va falloir le comprimer. Donc, on va déjà perdre une partie de l'énergie. Ensuite, c'est une molécule qui, évidemment, qui est extrêmement petite, donc il y a le risque de fuite associé à cela, qui est un gaz qui est extrêmement inflammable et explosif. Donc, il y a tous les aspects sécurité autour de ces aspects. Et puis, le dernier point, c'est conserver la qualité de l'hydrogène, puisqu'encore une fois, pour pouvoir l'utiliser après ça, l'hydrogène, dans certaines applications, en particulier dans les fuel cells, il faut que cet hydrogène soit pur, qu'il ne soit pas contaminé. Et là se pose la question, justement, quand on le stocke en cavité saline ou en réservoir déplété pour la mer du Nord, quelle va être la contamination possible de l'hydrogène via ces procédés, et après ça, une repurification et tout ça. Donc il y a tous ces points-là à prendre en compte. Donc voilà, après ça, il existe des technologies justement mais je reviendrai peut-être après ça sur ce point. Peut-être déjà regardons ce qui se passe à terre sur le stockage. Mickaël, peut-être ces enjeux-là de sécurité, de foncier, est-ce que tu peux les commenter au niveau du port et des opportunités de qualité? Quand on est en préfiguration, en fait, c'est facile. On fait la tournée des gens qui voudraient en produire, on discute avec eux, on regarde le foncier qui est disponible, on arrive à déterminer une production, on fait la tournée des futurs consommateurs. Du coup, c'est très enrichissant, et puis c'est sympa parce qu'on se projette, et on dit moi j'aurais besoin de toutes ces quantités-là, et puis c'est sympa, et puis on arrive à faire un équilibre, on dit ok, on arrive à produire autant que ce qu'on voudrait consommer. Et jusque-là, c'est facile. Et puis, après, on passe sur le côté pratique. C'est comment est-ce qu'on fait vraiment arriver à avoir l'adéquation entre la production et la consommation au moment où j'en ai besoin.
entre la nécessité du producteur de produire, et Gilles le rappelait, régulièrement et un maximum, et puis avec des fois des problématiques liées à la fourniture d'énergie, et puis le consommateur qui lui va pas forcément avoir une consommation qui est constante, et donc comme dans toute consommation de molécules ou de liquides, au bout d'un moment il faut un stock pour gérer le tampon, et on a la chance sur notre territoire d'avoir 2 projets. Un donc sur les cavités salines de Manos, c'est déjà là où il y a des réserves nationales, hein, notamment sur tout ce qui est GPL et produits hydrocarbures. Donc là on parle de stockage massif en milliers de tonnes, en dizaines de milliers de tonnes. Alors c'est très loin, il va falloir tirer des nouveaux pipes et tirer des pipes dans les années 60, c'était bien, c'était facile, c'était que technique. Entre-temps, on a eu le code de l'environnement, donc techniquement c'est toujours facile. C'est juste qu'il y a un petit peu de permitting en amont à faire et que c'est plus compliqué. Et puis on a un projet dont on espère qu'il sortira, qui sera un stockage qui lui existe aussi déjà pour du GPL sur l'Avera. Et donc là, dont on est en train de discuter, qui est porté par Géogaz, et dont on est en train de discuter du volume, et qui permet aussi d'appréhender l'export aussi, enfin la partie import, la partie export, parce qu'aujourd'hui ce GPL par exemple il est exporté en Corse, donc comment demain on fait aussi pour aider nos amis corses à se décarboner. Donc c'est un vrai outil supplémentaire pour ces usages. Juste pour la petite histoire, il y a un an, quand on discutait, et on était vraiment aux prémices des discussions des productions d'hydrogène, beaucoup d'industriels imaginaient qu'ils allaient faire leur petite production industrielle chez eux. Je vais acheter mes électrolyseurs et puis je vais me faire tout seul mon hydrogène. Et puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'un électrolyseur, ça pouvait aussi tomber en panne, et puis que finalement avoir un réseau, ça sécurisait, ça permettait d'avoir accès à plusieurs fournisseurs et donc de faire jouer la concurrence et donc de tirer les prix au plus bas. Et comme le rappelait Christophe, le problème de la capacité volumique en énergie de l'hydrogène fait qu'on stocke très peu dans le tuyau par rapport au gaz naturel, hein, par rapport au CH4. Donc il est d'autant plus important d'avoir du stockage pour vraiment jouer le rôle de tampon. Sinon on aura vraiment des gros soucis pour faire vraiment avoir l'adéquation entre la production et la consommation. Alors, côté Subsea 7, vous développez une solution un peu originale de stockage en mer pour avoir une vision un peu différente de celle qu'on peut avoir côté terre. Alors voilà, donc c'est un concept effectivement de stockage sous-marin d'hydrogène qui n'a pas vocation à concurrencer le stockage en cavité saline. On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, puisque là, ce que vous voyez, ce module fait une quarantaine de mètres de long et peut permettre de stocker jusqu'à 15 tonnes d'hydrogène. Donc c'est basé sur des réservoirs de composite, hein, type 4, pour ceux à qui ça évoque quelque chose, et dans lequel on va mettre l'hydrogène à peu près à 350 bars, donc sous forme gazeuse, qui sera comprimé donc soit en mer au niveau de la production, si c'est produit directement en mer au niveau d'un champ éolien, mais ça peut aussi permettre de stocker de l'hydrogène qui serait produit à terre et qui serait acheminé en mer dans ces réservoirs de stockage. Donc c'est une alternative, par exemple, au stockage en milieu portuaire qui pose des problèmes justement de sécurité, de foncier et tout ça. Là, on peut imaginer un stockage qui va être de quelques dizaines, voire quelques centaines de tonnes, qui peut permettre justement de délivrer à certains clients un flux plus constant, puisqu'on fait effectivement on fait face au problème que tu as évoqué, Gilles, le fait que les clients vont demander un flux constant d'hydrogène. Or, évidemment, sur le produit en mer, on va être soumis à l'intermittence de l'éolien, donc on ne va pas avoir un flux constant de production d'hydrogène. Donc ça peut permettre de stocker au moins de façon partielle peut-être la production d'un champ, de façon à le délivrer à différents endroits, un volume comme ça qu'on peut contrôler d'hydrogène. Voilà. Eh ben merci beaucoup. On voit qu'il y a encore beaucoup d'enjeux d'innovation technologique et de développement. On arrive à la dernière partie de cette table ronde. Si on se projette maintenant sur des perspectives plus lointaines, la vision 2030 et plus loin 2050 sur les réseaux, est-ce que je peux vous demander du coup de donner un peu votre mot de la fin sur les grandes orientations, la feuille de route et les éléments structurants? Donc peut-être Gilles, effectivement, d'abord côté réseau. Alors, sur les réseaux, alors par rapport à l'hydrogène, il me semble que l'hydrogène, l'électricité peut avoir des synergies, peut être complémentaires. Il faut trouver, il faut programmer, il faut anticiper, il faut trouver le bon rythme. Ce qui est sûr, c'est que les moyens de flexibilité du réseau électrique
passeront possiblement, probablement avec de l'hydrogène, que ce soit par des substitutions pour les clients industriels ou bien pour produire, même si le rendement, on le sait, tout mis bout à bout, on va arriver péniblement à 30%, 40%, comme tu le disais. Le rendement ne sera pas bon, mais ce sera peut-être aussi le seul moyen d'avoir des moyennes pointes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de centrales et de moyens de production qui modulent et qui s'adaptent à la consommation. Demain, la flexibilité, c'est soit de la baisse de consommation, soit de l'augmentation de production. Et peut-être que oui, il faudra des moyens de production à base d'hydrogène. Ça sera important, malgré des rendements relativement faibles, on le sait, mais il faudra l'assumer. En complément de toutes les flexibilités que vous avez déjà aujourd'hui sur le réseau, du stockage hydraulique, des différents moyens aussi que vous développez en parallèle, je suppose, mais vraiment là pour passer la pointe, quoi. Voilà, ça sera vraiment des moyens de pointe, puisque le rendement étant plutôt mauvais, il faudra l'utiliser, il faudra être sûr que ce soit une bonne utilisation. Donc ce sera vraiment pour des moyens de pointe. On gardera l'hydraulique, on gardera d'autres moyens de production qui pourront éventuellement faire ce qu'on appelle de la dentelle, c'est-à-dire s'adapter à la consommation. Il y aura des moyens de baisser les consommations, on demandera à certaines personnes, aux particuliers, aux industriels, de s'effacer, mais on risque d'être amené à avoir ces moyens de production. Alors Marie, côté hydrogène, la vision un peu mondiale des grands flux et grands centres de consommation? Oui, c'est vrai que du coup, là, jusqu'ici, on raisonnait un peu à l'échelle d'une ferme, de se demander quelle est la meilleure façon, si on veut produire de l'hydrogène, de le faire. Mais derrière ça, il y a forcément des hypothèses qui, dans le cas présent, étaient que derrière, il y a des réseaux qui sont capables d'absorber ce qu'on va produire et qui a un besoin. Mais du coup, effectivement, ça c'est une hypothèse forte. Et il y a aussi, là on se disait bon, on a un besoin sur un territoire, on a une ressource en vent qui est relativement abondante. Du coup, c'était a priori intéressant de faire correspondre ces deux choses. Mais du coup, si on regarde de façon un peu plus large, on peut aussi se demander quelles sont les zones qui ont des capacités de production importantes et quelles sont les zones avec des atouts forts pour le renouvelable, que ce soit en vent et en solaire, et quelles sont les zones qui vont avoir des besoins importants. Et donc ça nous donne déjà une préfiguration un peu des flux. Donc là, ce qui est identifié sur la carte qui est présentée en vert, c'est donc les zones, le potentiel des zones pour de la production à un coût d'hydrogène, d'hydrogène renouvelable à un coût relativement faible. Et en bleu, des cercles qui quantifient le besoin dans ces zones. Donc si on regarde autour de la Méditerranée, ce qu'on voit, c'est que l'Europe serait plutôt un gros usager et un petit producteur, alors que par exemple l'Afrique ou le Moyen-Orient pourraient être des gros producteurs et des plus petits usagers. Donc ça oriente un peu ça nous donne une idée des flux qu'il pourrait y avoir. Et donc cet exercice, il a été mené de façon détaillée par l'European Hydrogen Backbone. Et si on fait un zoom à l'échelle de l'Europe, on voit qu'il y a des flux qui peuvent se préfigurer. Et donc les grands flux les grands chemins, on va dire, qui sont identifiés, vous pouvez le voir, ils pointent plutôt vers l'Allemagne. Et ce qu'on voit, c'est que la Méditerranée et en particulier la région Sud-PACA serait sur le corridor B, du coup, qui va de l'Espagne vers l'Allemagne, voire pourrait peut-être être concerné par le corridor A qui remonte de l'Italie. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir... donc ça, là, on parle à ce moment-là de pipeline terrestre. Donc il pourrait y avoir d'autres formes d'accès aussi à un hydrogène renouvelable à tarif attractif potentiellement. Et le dernier élément peut-être de contexte pour la vision long terme, c'est l'annonce qu'il y a eu sur un potentiel pipeline sous-marin qui relierait, un pipeline hydrogène qui relierait Barcelone à Marseille, avec la question ouverte de savoir où passe ce pipeline. Et si on le relie aux cartes qu'on voyait avant sur les futurs parcs éoliens,
si ce pipeline passe proche des parcs éoliens, ça fait qu'il y a une infrastructure qui peut être mise à profit pour exporter l'énergie. Et donc ça change un peu la donne, donc ça voudrait dire de nouveaux scénarios potentiellement. Merci bien. Christophe, un mot de conclusion aussi? Oui, pour conclure, moi je reprendrai ce que tu disais, Gilles, c'est qu'il y a la nécessité d'anticiper et de planifier. Je trouve que c'est clé. C'est clé pour l'éolien offshore, tout le monde le sait ici. C'est aussi clé pour l'hydrogène, donc avoir des objectifs clairs pour l'hydrogène. C'est anticiper l'évolution des coûts. L'évolution des coûts des électrolyseurs, l'évolution des coûts des câbles électriques, parce que comme je disais, c'est un petit peu quand même, quand on parle d'hydrogène, la production d'hydrogène en mer, la compétition se fait plutôt avec les câbles électriques, donc anticiper cette évolution-là aussi, anticiper l'évolution des coûts de raccordement, l'évolution dans le flottant, des turbines et tout ça, donc les deux sujets sont vraiment liés. Et c'est important, je pense, de vraiment les considérer dès maintenant. Donc c'est vrai que l'hydrogène, c'est pas encore pour demain, quoique, puisque le premier électrolyseur qui va être placé en mer au monde, ce sera en France, ce sera sur le site de Semreve, au large de Nantes. D'ailleurs, je crois que l'école centrale de Nantes est partie prenante au moins du site de test, mais enfin donc c'est Life qui va intégrer cet électrolyseur, qui est un électrolyseur américain de Plug Power, et ça devait être déjà maintenant. Après, ce serait plutôt en début d'année prochaine, mais ça va arriver très prochainement. Il va déjà y avoir des électrolyseurs qui vont être installés en pied de turbine en Allemagne dans les prochaines années. Il y a aussi d'autres projets, donc on pense que dans les prochaines années, d'ici 2030, il va y avoir un certain nombre de démonstrateurs, de petites fermes pilotes. On va parler de quelques dizaines de mégawatts, du type des fermes qu'on voit justement en Méditerranée, et qu'à partir de 2030, on devrait avoir déjà, on pense que ça va commencer plutôt en mer du Nord, parce que c'est là que déjà l'éolien offshore est le plus implanté aussi, et qu'on va commencer à avoir des installations de plusieurs centaines de mégawatts, voire plusieurs gigawatts de production. C'est important d'anticiper dès maintenant et de prendre en compte ça pour pouvoir justement avoir au maximum de synergie entre le développement de l'éolien offshore, fixe et flottant, et le développement de la production d'hydrogène en mer. Voilà, merci. Un grand merci à tous pour vos contributions, et on va donner un peu la parole au public pour quelques questions. On a une dizaine de minutes pour prendre des questions, tout sujet sur hydrolienne et EMR. Oui, bonjour, Frédéric Autric, donc je suis le directeur de projet éolien des fermes commerciales. Vous évoquiez tout à l'heure 3 scénarios que vous avez qualifiés de cas pratiques, réalistes. Donc j'attire votre attention sur le scénario 1 que vous avez affiché, où on voyait, si j'ai bien compris, 750 MW qui se développaient au large de Marseille et qui étaient testés dans ce scénario pour produire de l'hydrogène. Aujourd'hui, le projet qui est porté par l'État et qui est inscrit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, si d'aventure un parc était développé au large de Fos, c'est que ces 750 MW soient directement raccordés au réseau géré par RTE, et il n'est pas du tout prévu de produire de l'hydrogène. C'est une question qu'on nous a beaucoup posée lors du débat public, et on a répondu par la négative à cette question. Et deuxième point, le scénario 2 à 2040, où il y a également 2 gigawatts qui sont envisagés, m'interroge, notamment par rapport à l'intervention de monsieur, sur le fait qu'il n'y a pas aujourd'hui de technologie qui permette de produire de l'hydrogène à partir d'une éolienne en mer. Il y a le test qui va être fait avec l'entreprise Life. Voilà, donc j'avais un peu du mal à voir en quoi c'était réaliste. Merci pour la question. Du coup, l'idée, c'était réaliste en termes de puissance déployée sur un certain lieu, pas forcément réaliste en termes de qu'est-ce qui va se passer comme vecteur énergétique. Donc ça répond peut-être pour le scénario 1. Et pour le scénario 2, je crois que j'avais indiqué à partir de 2040, en étant un peu prudente, on va dire. Je pense que l'idée de ces scénarios, c'est pas forcément de donner une date précise de réalisation, c'est pas du tout l'objectif, c'est plus entre le scénario 1 et le scénario 2, l'intérêt pour nous, c'est de voir si on augmente la puissance, est-ce que la réponse change. C'est pas tant de dire est-ce que ça va être en 2040 ou en 2045 Donc c'est sûr qu'après il y a une question de maturité des technologies, et ça c'est la fin du projet, c'est de dire
Bon, bah, du coup, on a identifié que si on identifie que la production en mer est le scénario le plus favorable sur plein de façades, en centralisé, mettons, je dis, et bah, à ce moment-là, on va aller creuser ce cas-là et regarder quels sont les niveaux de maturité de chacun des composants de la chaîne. Et c'est un exercice qui a déjà été fait chez Subsea 7, j'ai déjà vu Christophe présenter des éléments là-dessus. Donc on peut qualifier la maturité des éléments à terre, en mer, et voir où est-ce qu'il y a encore des questions technologiques. Donc ça c'est pour le côté techno. Et après il y a aussi des verrous non technologiques qu'on a un peu évoqués sur les enjeux environnementaux par exemple, notamment la question de l'eau. Et donc ça va faire partie des verrous non technologiques qu'il va aussi falloir traiter. Donc l'idée du projet, c'est vraiment pas d'anticiper ce qui pourrait se passer ou de proposer un autre déroulement. C'est plus de tester des choses, avec un scénario d'éolien réaliste. Et après, on fait des hypothèses sur ce qu'on pourrait en faire. Pour que ce soit peut-être plutôt pour des tranches futures d'appel d'offres. Ok, mais après, par rapport à la qualité de votre travail, j'insiste vraiment sur le scénario 1 qui n'est absolument pas réaliste. Donc ce serait dommage que vous gardiez ce scénario alors que ce n'est pas du tout celui qui va se réaliser. En tout cas, il n'a pas du tout vocation à remplacer le scénario de l'AO6. En aucun cas, quoi. Et ça, je pense que Gilles a bien présenté, oui, les conditions de raccordement des éoliennes de l'AO6. Ouais. Et juste pour préciser, c'est que le cahier des charges pour les 2 fois 500 MW, il n'est pas encore écrit et que tout est encore possible. Et donc même si on ne nous a pas dit oui, puisqu'on était plusieurs à demander effectivement que ça puisse être ouvert à des PPA, pour l'instant, sur l'AO6, effectivement, on a cru comprendre que ça n'allait pas être fait, mais rien ne dit, puisqu'il y a des industriels aussi. On a beaucoup d'électro-intensifs sur la ZIP de Fos, donc on parle beaucoup d'usage de l'éolien renouvelable pour faire de l'hydrogène, mais on a aussi des électro-intensifs qui ont besoin aussi de se décarboner, qui ont besoin d'aller acheter de l'électricité verte, et que pour l'instant c'est encore ouvert. Le cahier des charges sera publié dans 2 ans, il va s'en passer des choses en 2 ans. Moi, je vais juste rebondir aussi sur ce que tu disais, Marie. En fait, peut-être l'idée, c'était quand même je pense, d'étudier des scénarios éventuellement virtuels, qui n'ont pas vocation à devenir réels, mais pour pouvoir calculer un coût de production de l'hydrogène pour ces scénarios, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'on se positionne, sachant que le coût de production d'hydrogène vert ou renouvelable, on est à l'heure actuelle à plusieurs euros par kilo, et il faudrait arriver on parle souvent d'un objectif d'alentour de 2 euros par kilogramme. Voilà, donc si on prend un champ là de telle capacité, à telle distance, à tel horizon, quel va être le coût de production? Je pense que c'était plutôt ça le virtuel. Par rapport à l'évolution des technologies, effectivement, on met le premier électrolyseur en mer maintenant, donc on veut penser, on est encore très très loin d'avoir 1 gigawatt. C'est vrai, et c'est aussi vrai à terre, parce qu'en fait, les plus gros électrolyseurs actuellement, je crois qu'ils font 20 MW dans le monde, l'électrolyse à partir d'énergie renouvelable. Enfin, ça représente vraiment pas grand-chose. Et par contre, il y a des ambitions très très fortes d'avoir les gigawatt scale dans les prochaines années, à terre et aussi en mer. En fait, il y a différents défis technologiques, différents challenges technologiques. Par exemple, les pipelines, la fragilisation de l'acier soumis à l'hydrogène, ce genre de choses. Mais il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de frein actuel, pas d'éléments bloquants. On n'a pas identifié de choses insurmontables. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui sera fait à l'horizon 2030? Ça, c'est difficile à dire. D'ici 2040, je pense qu'on devrait pouvoir atteindre effectivement plusieurs centaines de mégawatts d'électrolyse, voire plusieurs gigawatts. Par rapport au flottant, ce que je montrais sur une des premières slides, c'était cette FHPU, la Floating Hydrogen Production Unit. On a un partenariat déjà avec une société qui s'appelle OneSea qui développe ce type de concept. Pour l'instant, c'est qu'un concept, mais on regarde déjà effectivement l'évolution, la maturité des différents éléments, la maturité des éléments topside, mais aussi subside, des risers, des manifolds, des inline structures, de tout ça. On n'y est pas, bien sûr, mais s'il y a la volonté d'y être d'ici 2030, d'ici 2035, je pense qu'on y sera. Il n'y a rien qui nous bloque a priori. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. De Sofrésie d'Engineering. C'est pour le Grand Port de Marseille la question. C'est sur le planning des infrastructures. Donc vous avez indiqué comme ça que vous aviez une zone de 80 hectares. Est-ce que vous avez un planning de développement justement de ces 80 hectares? Ah, super.
Et deuxième question, c'est sur est-ce que vous comptez faire créer des partenariats autour de la Méditerranée autres que français, je parle de l'Italie, du Maroc, etc., pour justement développer la partie infrastructure éolienne offshore? Alors là, dans la pratique, c'est que on a répondu à un AMI de l'ADEME, dont on attend les résultats, et dont le contenu ne sera connu qu'une fois qu'on aura le résultat. C'est nul de le dire comme ça, mais... Donc oui, on a un planning qui répond au cahier des charges, parce que là aussi s'impose aux opérateurs de commencer à construire à partir de 2028. Donc on fournira des installations en 2028, on sera prêt. On se met en état en marche pour ça. Et pour tout le reste, pour parler de coopération, tout est ouvert, on va attaquer. En fait, notre réponse, elle concerne quoi? Elle concerne les études qu'on va mener, et elle concerne aussi bien des études techniques que des études stratégiques, des études de marché. Donc on regarde effectivement ce qui se fait ailleurs. On a longtemps parlé, comme on aime bien se regarde un peu le nombril en France, de Marseille, de Port-la-Nouvelle, mais clairement en Méditerranée, la concurrence, elle est surtout à l'étranger. Elle est en Espagne, elle est en Italie, elle est en Turquie. Les Marocains, quand ils veulent sortir un port, ils font ça excellemment bien. Regardez ce qu'ils vont sortir là, juste à Darla, c'est juste magnifique. Donc rien n'est interdit, on va tout regarder, on va regarder avec qui on peut s'associer, que ce soit des industriels ou des opérateurs. On ne s'interdit rien. La seule chose qu'on souhaite, c'est de pouvoir être prêt en temps et en heure pour pouvoir accueillir les premiers parcs français. Voilà. Merci. Alors on a juste le temps pour une toute dernière question. Oui, donc pour la production en mer, il faut bien sûr l'état de dessalement. Et je ne sais pas quelle est la proportion, quelle est la part dans le rendement. Vous avez cité, je crois, environ 60%. Est-ce que cette part de dessalement est significative ou très marginale finalement? La part pour le dessalement est plutôt marginale. C'est de l'ordre de quelques pourcents de l'énergie qu'il faut pour faire l'électrolyse. Donc c'est pas ce qui est forcément déterminant en termes d'énergie. C'est assez déterminant parce que c'est en début de chaîne, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hydrogène. Mais par contre, c'est pas forcément très déterminant en termes d'énergie. Mais ça peut être l'occasion d'introduire un enjeu environnemental. Peut-être vous pouvez commenter la question de l'enjeu environnemental autour de l'eau finalement pour la production d'hydrogène, que ce soit en mer ou à terre. Alors aujourd'hui, il n'y a pas quand on regarde les quantités qui sont en jeu, il y a beaucoup de questionnements. C'est vraiment le point de vigilance, et notamment quand il y a eu des concertations. Il y a eu la concertation du projet Massilia à la Med. C'était vraiment le point qui revenait de la part des associations qui interrogeaient sur l'impact que ça pouvait avoir sur la nappe phréatique ou sur le Rhône, puisqu'on a eu un commentaire pour dire mais vous savez, le Rhône il a baissé de 12 cm en 20 ans, et donc si demain on fait massivement beaucoup d'hydrogène, c'est quoi l'impact? Donc ça fait partie il y a en ce moment l'ADEME a lancé un appel à projet qui s'appelle ZIBAC pour les zones industrielles bas carbone, et la réponse du territoire s'appelle Sirius. C'est plus de 50 parties prenantes, beaucoup d'industriels, une trentaine d'études, un budget dans les 9 millions d'euros, et il y a dans ces études-là justement une étude qui va analyser sur le territoire les impacts attendus en cas de développement massif de l'hydrogène sur la nappe phréatique. Le dessalement peut être une solution en disant je tape pas sur la nappe phréatique et je tape pas sur la ressource en eau telle qu'elle est, sauf que le dessalement de manière massive, ça peut aussi créer de la saumure, donc il y a quand même aussi des préconisations au niveau des Nations Unies sur le degré qu'il faut avoir, donc tout ça, on n'a pas la nouveauté vraiment ici, c'est l'usage qui va être vraiment populaire, qui va être massif, qui va être pas forcément que concentré. Donc il faut y aller prudemment et regarder bien effectivement ce qu'il va y avoir comme conséquence. Donc là encore du boulot pour les outils d'intégration environnementale et socio-environnementale dont on a parlé tout à l'heure. Et il peut y avoir aussi des aspects bénéfiques, parce que quand on produit l'hydrogène en mer, on produit aussi de l'oxygène. L'oxygène, pour l'instant, il n'est pas considéré, c'est-à-dire qu'il serait juste relâché dans l'atmosphère, mais ça peut être aussi, il pourrait potentiellement être utilisé, alors là, c'est pas mon domaine, mais éventuellement dans l'aquaculture ou d'autres choses comme ça, donc peut-être quelque chose aussi à regarder, quelles peuvent être les synergies de cette production. Donc là-dessus, on laissera nos environnementalistes
analyser, juger, évaluer et donner leurs conclusions. En tout cas, un très très grand merci à tous nos intervenants qui ont bien présenté leurs enjeux, et aussi à la salle pour la participation et les questions. Bien, un grand merci aussi donc à tous les intervenants et puis à vous tous d'avoir suivi donc studieusement ces deux tables rondes. Je pense qu'on a vu des aspects très, très complémentaires, plein de pistes encore à creuser. Si vous le voulez, donc non seulement vous pourrez aussi dire à ceux qui n'ont pas pu suivre cette séance qu'on pourra la revoir grâce à la captation, d'une part. D'autre part, tout à l'heure, je vous ai senti un petit peu frustré de ne pas avoir pu discuter plus longtemps. Il reste encore du café, des petits gâteaux là-bas, donc on peut encore pendant à peu près un quart d'heure se retrouver là-bas. Et je vous remercie à nouveau. À très bientôt.